un gentil message de J'aime les jeux 84. Bonjour la team, j'espère que vous avez passé un bon festival de Cannes et que vous êtes bien en forme et bien rentrés chez vous. Oui, tout va bien, on est rentré bien en forme. Coucou YouTube, coucou Alex. Et nous revoilà après une semaine d'absence. Et oui, nous étions au Festival international des jeux de Cannes 2024 avec la magnifique cérémonie As d'or, etc. Si vous avez suivi notre Instagram, vous avez à peu près vu tout ça en live. Vous dites il est où le débrief de Cannes, parce que tout le monde il fait un débrief de Cannes. Oui, bah on n'a pas le temps de tout faire, donc ça viendra normalement la semaine prochaine ou peut-être samedi au mieux, mais ça m'étonnerait. Ça devrait, ouais. Voilà. On va essayer. C'est Alex. Vous envoyez plein de cœurs sur Alex. C'est sa force et sa motivation qui vont faire que vous aurez un petit débrief un peu plus tard que la moyenne des influenceurs et influenceuses. Mais sinon, on est quand même de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et on va aussi rattraper les sorties de la semaine dernière. C'est pour ça que la vidéo va être un peu plus chargée. Voilà, on a double nouveauté ludique. On commence tout de suite avec l'extension de Villainous. Alors là, j'insiste, c'est pas une extension standalone comme pouvaient être ces boîtes-là, parce que dedans, il y avait 3 personnages, donc de quoi jouer à 3. Ici, c'est vraiment qu'une extension, vous n'avez qu'un seul personnage dedans. Donc vous ne pouvez pas jouer à Villainous si vous n'avez pas soit la boîte de base, soit une des petites boîtes de 3 personnages. Voilà. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Oogie Boogie de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc toujours le méchant, hein, parce qu'on joue les méchants dans Villainous. Le grand twist pour Oogie Boogie, c'est de détrôner Jack Skellington. Du coup, ça c'est son but. Le grand twist de ce personnage, c'est que vous allez jouer avec des dés. Ils sont magnifiques quand même, hein. Ils sont vraiment sculptés, c'est pas juste du dessin dessus. C'est des gros dés sculptés, comme dans le film, puisque c'est le gars, il joue tout au dé. Et là donc on a un petit exemple, mais ces cartes souvent c'est vous faites ça et puis vous lancez les dés, si vous avez cette valeur ou moins ça fait cet effet, etc. Donc vous allez beaucoup jouer au hasard. Par exemple, c'est pas du tout un personnage pour toi, Alex. Non, pas du tout. Hein, voilà, hein, la chance au dé c'est pas pour toi. Non. Et voilà, ça c'était Oogie Boogie. Je sais pas s'ils vont continuer à faire des extensions seuls. Voilà, c'est la première, peut-être qu'ils s'y essayent. On verra. Personnellement, je préfère quand même les boîtes avec 3 persos dedans. Parce que bon, sinon, ça va commencer à prendre de la place s'ils font que des petites extensions. On enchaîne sur une grosse nouveauté trop cool qu'on a vue à Cannes. Et on y a même joué un soir. Alors moi, dès que j'avais vu le matos la journée en rendez-vous, j'ai dit « Ah, je veux y jouer !» Le soir, on a eu une soirée jeu et on a pu y jouer. Vous allez gérer chacun un coffee shop. Alors c'est un jeu coréen et là-bas, vous voyez, il y a marqué Korea Board Games. Là-bas, ils ont une passion pour les coffee shops. Alors pas que là-bas, hein, mais voilà, ils sont vraiment connus pour ça. Donc ils ont fait un jeu sur les coffee shops français. En plus, ouais, ils se sont dit. Donc c'est marrant quand même, c'est assez ironique. Chacun va gérer son petit café et le but c'est d'avoir le plus d'avis positifs et de ne pas en avoir trop de négatifs. Il me semble que le jeu se termine dès que quelqu'un a 5 avis négatifs, je crois, un truc comme ça. Et après, on va voir qui en a gagné le plus d'avis positifs. Ok, on va commencer tous avec un café pas très bien aménagé. Au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir l'améliorer. Chacun a 3 petites tasses qui sont trop mignonnes. Bon bref, vous allez deviner pourquoi ce jeu m'intriguait au plus haut point. Et on va tous commencer avec une carte de commande. Voilà. Vous allez faire de la dinette, très clairement. Vous allez essayer de récupérer les bons ingrédients pour réaliser ces commandes-là avant que vous ayez mis en gros trop de temps et que le client se barre en disant « Allez, il est trop long !» et qu'il fasse un mauvais avis. Donc vous allez jouer un peu contre le temps et collection de ressources pour essayer de faire des petites recettes. Comment ça va se passer? À votre tour, ça va se jouer ici principalement. Chacun a son petit pion de barista. Moi, je joue le bleu, comme toujours, parce que c'est trop beau. Et vous avez le droit jusqu'à 3 déplacements actions pour récupérer des ressources. Par exemple, je veux faire un magnifique espresso con pan. Pour ça, il me faut un café, du lait et de la vapeur.
Je fais 1 là où je suis. Je prends un petit café que je peux mettre dans ma petite tasse. Je fais 2, je prends un petit peu de lait que je mets dans ma tasse. Et je peux pas aller à plus de 3, comme je vous ai dit, j'ai que 3. Je pourrais faire un deuxième, je pourrais faire 3, enfin, je peux rester au même endroit. Mais par contre, je vais le dispatcher dans plusieurs tasses, mon lait. Parce que si j'en récupère plusieurs, comme vous voyez, pour l'instant, j'ai qu'une seule recette qui me demande du lait. Mais sait-on jamais, peut-être que plus tard, j'aurai besoin de lait. Twist, vous ne pouvez pas vous arrêter sur une case où il y a déjà un copain, enfin plutôt un rival. Vous pouvez lui passer dessus et dire ok, je suis passé sur ton glaçon, je te prends un glaçon quand même, mais voilà, vous pouvez pas vous y arrêter. Donc là dans mon mouvement je n'aurais pu aller que prendre du café et du... Ah non, mais j'avais pas vu ici. Et voilà, j'avais bien fait mon exemple. Donc j'ai 3 déplacements, 1, 2, 3. Parce que lui il est pas là. Ah si, c'était pour ça. Ah, voilà, non, voilà. Oh bon, ça m'arrange, dis donc. Là, voilà. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai bien mon café, mon lait et ma vapeur. Parfait. Je valide cette recette. Je la mets de ce côté-là. Hop. Et ça me fait un avis positif. Bon. Ça, je nettoie ma dinette. Voilà, je remets dans la petite réserve. Et j'ai ma tasse de dispo. Quand vous validez une commande, vous forcez les adversaires à votre gauche, donc les 2 prochains adversaires, à piocher une nouvelle commande. C'est comme ça en fait que vous allez commencer à crouler sous les commandes comme tout bon jeu de gestion de restaurant. Voilà. Vous allez commencer à crouler sous les commandes et à vous dire mais en un seul mouvement de 3 je pourrais pas récupérer tout ça. Et en plus une fois que vous avez joué, eh bien toutes les commandes baissent de 1 étage. Donc imaginons, j'étais comme ça, hop, voilà. J'ai réalisé cette commande-là, trop cool, j'ai gagné ça, mais tout descend. Au prochain tour, ça va descendre. Et si le tour d'après, j'ai pas réalisé ces 2-là, hop, elles partent et ça fait mauvais commentaire, c'est pas gentil. Du coup, bon, souvent il faut gérer les commandes qui sont le plus bas. Ici, je vais plutôt en priorité pas gérer mon chocolat viennois, mais plutôt ces 2-là parce qu'elles vont finir en bas bien plus rapidement. Vu après, qu'on a 3 tasses, on peut valider jusqu'à 3 commandes. Du coup. Exactement. Cool. En un même tour, sachant que plus vous validez de commandes, plus vous faites piocher vos adversaires des commandes eux-mêmes. C'est ça qui est cool. La dernière fois, on a joué avec Tom, donc de chez Matago, anciennement de chez nous. On lui faisait piocher, il avait un tableau comme as. Il était genre... Sachant que aussi, petit twist pour améliorer votre café, parce que bon, au début on n'a pas beaucoup de commandes donc ça va, mais au fur et à mesure du jeu, vous allez justement en avoir beaucoup et c'est mathématiquement impossible de pouvoir toutes les faire. Vous pouvez dépenser 1 ou 2. C'est 3. 3 Ah ouais, 3 bonnes commandes, donc ce ne sera pas des points de fin de partie, mais c'est pour rentabiliser, c'est de l'investissement. Vous en dépensez 3 et vous avez le droit d'améliorer un des emplacements ici. Donc ici, par exemple, vous avez le droit d'avoir 2 bonhommes. C'est ça. Pour moi, c'est récupérer 2 fois une case de là où tu es. Ce pouvoir-là. Il me semble que c'est celui-là, parce que ici c'est pour récupérer les trucs. Pardon. Non, c'est ça. Ah oui, ici, non, c'est bon. Ça, c'est quand tu passes sur quelqu'un. Ah oui, quand tu passes sur quelqu'un, tu as le droit de lui prendre 2 fois sa ressource. Ouais, voilà, c'est ça. Donc par exemple, là, je lui passais dessus tout à l'heure là à la vapeur, je lui passe dessus, je lui prends 2 vapeurs. Voilà, hop. Donc ça, c'est assez opportuniste. Oui. Ça permet de déplacer en diagonale. Je vous ai pas dit parce que on peut faire que orthogonalement. Ici, vous gagnez x2 les ressources qui sont dans les coins ici. Et là, petit twist que je vous montre en plus, vous gagnez x2 les ingrédients un peu rares, qui sont ceux avec les petits... le thé, le chocolat... Le caramel et l'eau. Qui n'existe en fait qu'un seul exemplaire sur la grille. C'est pour ça qu'ils sont rares, contrairement, vous voyez, au café où il est par 3, etc. etc. D'ailleurs, vous avez des boissons spéciales, hop là, spécialité. Elle demande du coup, il y a au moins un des ingrédients qui a un ingrédient rare. On y retrouve le petit bandeau là. Oui. Celui-là, quand vous arrivez à le valider, ces commandes-là, vous pouvez gagner un petit jeton rush. Le rush, ça s'utilise quand vous êtes en train de faire votre déplacement pour récupérer des ressources. Vous pouvez en dépenser autant que vous pouvez de votre réserve pour ajouter des mouvements. Voilà, donc j'aurais pu avancer en dépensant un jeton de 4. Enfin, avancer ou en tout cas récolter 4 fois des ressources. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Enfin non, voilà. J'ai juste à vous dire, il y a un morceau de chocolat déjà croqué. Voilà, sachez-le. Il y a des feuilles de thé, voilà. Il y a du bon caramel. Il y a des magnifiques gouttes d'eau. Voilà. On est d'accord, hop.
ici des magnifiques grains de café avec la petite marque et tout à l'intérieur du grain. Le bon lait, la vapeur, le détail est vraiment ouf. Et même le glaçon, ils l'ont pas fait juste en un cube transparent, je sais pas si ça se voit, mais il est un peu travaillé, il est pas tout lisse. Voilà, bon, souci du détail, en plus à 32 € je crois, un truc comme ça. Non, 36, ouais, il ne fallait pas pousser quand même. Bon, 32, ça aurait été tellement donné. 36 € pour des tasses comme ça x 12. Mais bon, bref, voilà. C'était Coffee Rush, très satisfaisant quand vous aimez les overcooked et autres jeux de gestion de restaurant. Voilà, la suite. On enchaîne comme ça. Ouais, on enchaîne comme ça. Allez, let's go. Je suis particulièrement prêt, ça tombe bien. Le petit sketch d'intro n'est pas juste de la fiction. Il y en a un qui n'a pas survécu à Cannes, c'est moi. J'en tiens une bonne couche. Je suis malade. Je pense que vendredi, au moment où vous regardez la vidéo, du moins au moment où elle va sortir, je serai sous un plaid recouvert de chat en train de faire du télétravail. Je pense que ce serait une bonne chose. Donc j'ai des petits yeux. On m'a dit aujourd'hui que j'avais des yeux en raisin sec. J'adore cette expression. C'est pas mal. Et je risque d'avoir une diction un peu imperfecte, ne m'en voulez pas. On va commencer avec Pixie de ce côté-là. Pixies même. Oui. Un jeu de Yoann Goupy tout seul. On a l'habitude de le voir avec d'autres auteurs. Et bien là, c'est Yoann Goupy tout seul et illustré par Sylvain Trabut. Un jeu pour jouer à partir de 8 ans, pour 2 à 5 personnes, pour des parties de une demi-heure. Alors peut-être si vous êtes 5, ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus en tout cas. On va revenir sur l'auteur et puis l'illustrateur. C'est vrai que Yoann Goupy là-dessus... moi je trouve qu'il a fait quand même un super job, un petit jeu minimaliste, vous allez voir il se passe pas mal de trucs, c'est quand même très agréable à jouer, on enchaîne les manches et puis les parties de ce fait. Et puis Sylvain Trabut qui là a fait des illustrations, pas vraiment, c'est de la photographie, mais un travail hors norme et du coup vous reconnaissez peut-être le format, c'est le même format que Sea Salt and Pepper et là aussi, Bombix nous propose une direction artistique hyper originale avec à nouveau de la photographie, mais là avec des petites créatures, des petites pixies, des petites fées de la nature faite de petits objets qu'on peut trouver, des noix, des petites coquilles, des petites branches, etc. Et même sur les cartes Joker, un petit peu de récupération, des petits morceaux, des petites bidouilles électroniques, je ne sais pas comment appeler ça. Bref, alors ne serait-ce que pour la direction artistique, c'est trop cool, mais à jouer, on a vraiment apprécié. D'ailleurs, regardez, hop, ici il y a la recommandation de Fanny, on y a joué dans le train pour aller à Cannes, on y a joué, on y a joué pour le retour, je ne sais pas si on a eu le temps. Non. Fanny a déjà enchaîné je ne sais combien de parties, puis on y a joué à Cannes aussi. Oui, complètement. Ouais. Bref, comment est-ce que ça se joue Pixies? Alors ici c'est pas une super mise en place pour pouvoir vous l'expliquer parce que nous sommes quasiment sur une fin de partie, mais au moins ça va vous permettre de voir un petit peu les éléments, puisque ce qui se passe normalement quand on commence une partie, c'est qu'on n'a rien devant nous et on va créer un tableau. C'est un jeu de création de tableau, et puis il va falloir faire en sorte que ce tableau il vous fasse marquer le plus de points possible au travers de 3 manches. On va compter donc 3 fois le total des points avec des petites choses qui vont évoluer au niveau du scoring à chaque manche. Pour remplir ce tableau, il va y avoir un marché et chacun de notre tour, on va aller récupérer une carte dans le marché et puis on va devoir la poser dans notre tableau. Alors quand je suis le premier, j'ai plus de choix. Quand je suis dernier, je prends un petit peu ce qui reste, mais quand je suis dernier à me servir, je serai le premier joueur de la manche suivante et ça s'équilibre comme ça, c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait. Il y a le juste équilibre entre super, j'ai eu exactement ce que je voulais, oui, et zut, je râle. Donc il y a toujours quelqu'un de content autour de la table, il y a toujours quelqu'un qui râle. Juste grâce à ça, déjà le jeu est un petit peu vivant. La carte que je récupère, je vais devoir la poser. Hop là. Cette carte, elle est numérotée. Si c'est un 5, je vais forcément devoir la mettre ici. Pourquoi ici? Et parce qu'en fait, on fait un tableau qui est numéroté de 1 à 9. On va forcément avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la première partie, on est tous un peu déroutés. On se dit, mais je n'y arriverai jamais à savoir où il va ce 7. Si, vraiment, au bout de un quart de manche, ne vous inquiétez pas, vous allez totalement vous y retrouver. Si l'emplacement est vide, je dois forcément mettre la carte, tout simplement. Par contre, si l'emplacement est déjà occupé, je vais tricher, voilà, hop là, j'ai pioché un 3, je vois que l'emplacement est déjà occupé, ce que je peux faire, c'est mettre la carte dessous, ou même, hop là, inverser comme ceci, vous allez voir pourquoi. Sinon, ce que je peux faire également, c'est que si l'emplacement est occupé, je vais pouvoir aller jouer la carte ailleurs, comme ceci, face cachée, elle va être préparée, être recouverte. Pourquoi est-ce qu'on va comme ça recouvrir des cartes? Vous voyez ici on a eu 2 5, il y a un 5 qu'on a recouvert, hop là, il y en a un autre par-dessus, parce que dans le jargon du jeu, ça permet de valider la carte. Et bien, vous voyez ici le 5 est validé, et bien ça fera marquer 5 points. Quand on valide un 9, ça fait 9 points, aussi simple que ça. Donc ça, c'est un des moyens de faire des points.
Les autres moyens de faire des points, ça va être les petits escargots comme ceci, les petites spirales. J'appelle ça des escargots, c'est thématique. Ici, on voit que sur ce 1, en plus de pouvoir potentiellement faire un point s'il est validé, en lui-même, il me rapporte 3 petits points d'escargot. Ici, ce 3 me rapporte 5 points. Mais il y a des cartes qui vous font des croix comme ceci. Ça, c'est des négatifs. Donc en gros, les spirales, c'est des +1 et puis les croix, c'est des -1. Il y a une autre manière de gagner des points, c'est d'aller faire des connexions de même type de cartes. Et là, je vais essayer de chercher un exemple. Oui! Hop là. Ici, c'est pas mal, parce que vous voyez, j'ai fait du jaune, jaune, jaune. Et puis ça, c'est un joker, donc c'est jaune aussi. Tac, 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 tac. Ça va me faire marquer des points. Et à chaque manche, quand vous allez faire des connexions de couleurs, comme ça, vous allez créer des zones de couleurs, ça va vous faire marquer de plus en plus de points. Donc, la première manche, bon, c'est intéressant, mais on peut se focaliser sur d'autres choses. La dernière manche, vraiment, va falloir y penser. Il y a également des cartes qui vous font marquer des points sous certains critères. Vous voyez ici, j'espère qu'on le voit bien, parce que blanc sur jaune, avec la caméra, c'est pas forcément évident, mais dans la vraie vie, on le voit plutôt bien. Une spirale par carte jaune. Ici, une spirale par carte jaune. Donc, 1 point par carte jaune. Donc là, ces cartes, vous voyez, ce 5, il me fait marquer des points parce que il est validé. Donc, il me fait marquer 5 points. Il me fait gagner 1 point par carte jaune. Et en plus, il me fait gagner des points parce qu'il est dans une collection de jaunes. Et donc, c'est ça la petite force de Pixie, en fait. Vous allez récupérer des cartes de manière plus ou moins opportuniste. Et vous allez avoir des petits choix pour essayer de grappiller le plus de points possible. C'est un vrai plaisir. Franchement, Pixie, très très bonne surprise. Je crois que je dis pas de bêtises si je dis qu'il était sold out à peu près partout à Cannes, sur toutes les boutiques. Je crois. Et ce assez tôt, je crois, genre le vendredi ou le samedi. Je précise juste sur la fin d'une manche, c'est quand un joueur a complété sa grille. Je sais pas si tu l'as précisé. Oui, c'est très important ça, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, quand est-ce qu'une manche se termine? C'est dès qu'il y a un joueur qui a terminé sa grille. Ça vous rappellera un certain jeu, que je ne nommerai pas, qu'on peut trouver dans cette zone à peu près. C'est intéressant, parce que quand on sent qu'on n'a pas eu trop de chance, potentiellement, on peut vite compléter sa grille avec un peu n'importe quoi, du moment que ça ne nous fait pas perdre trop de points, pour mettre la pression aux autres joueurs et ne pas leur permettre de compléter, par exemple, des zones, des choses comme ça. C'est une petite touche de choix, de stratégie supplémentaire, dans un jeu qui n'est pas extrêmement stratégique, mais qui offre, une fois de plus, plein de petites choses à faire. J'ai pas fait attention, mais le choix des cartes, tu l'as précisé, c'est une réserve. Je l'ai précisé, c'est un petit marché. Hein. Il y a autant de cartes que de joueurs. C'est ça, exactement. Ouais, quand je suis le dernier, je prends la dernière. Je râle. Tu l'avais précisé, ouais. Mais après, si on est 4, il y aura 4 cartes. Donc je prends celle que je veux parmi les 4. Et à 2, je n'y ai pas joué, mais je crois qu'il y a 4 cartes et on va alterner. Ouais, il me semble que c'est ça. On va passer juste à côté avec Sunrise Avenue, un jeu de Rainer Knizia, illustré par Francesco De Benedictis. C'est un jeu Horrible Guild à l'origine, mais chez nous en France, c'est Gigamic qui le propose. On est là aussi sur un jeu familial à partir de 8 ans pour 2 à 4 personnes, pour des parties de 45 minutes, pour y avoir joué. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut dire... On n'aime pas trop faire des rapprochements entre les jeux, en même temps on le fait systématiquement. Oui. Je pense qu'on peut dire que Gigamic a son aventurier du rail / expédition autour du monde. Oui. C'est un jeu dans lequel on va avoir 2 actions. Ces actions, c'est soit je vais piocher des cartes, je vais récupérer des cartes, donc, soit je vais jouer ces cartes, tout simplement. Hop, ces cartes, elles représentent des bâtiments, des immeubles, puisque ce qu'on va faire, ce sont des quartiers, c'est très thématique, et surtout de différentes couleurs. On a chacun notre couleur en jeu, hein, donc il y a un joueur qui va jouer les bâtiments bleus, un autre qui va jouer les bâtiments blancs, etc. On va partir du centre du plateau, et on va se propager quand c'est mon tour, donc je vais pouvoir soit piocher, soit jouer des cartes. En jouant des cartes, je vais respecter les couleurs des zones sur lesquelles je veux construire, et en plus de ça, je vais toujours construire de manière adjacente et orthogonale à ce qui a déjà été construit. Je peux donc m'appuyer sur mes propres constructions, notamment à son tour, c'est ce qu'on va faire en général pour progresser. Je vais jouer là, puis mais j'ai progressé grâce à moi-même, et j'ai avancé comme ceci ou comme ceci. Ou je peux totalement aller récupérer ce qu'a déjà construit un autre joueur, par exemple le joueur blanc ici, et puis aller me propager, et pourquoi pas lui couper la route. Et oui, c'est ça qui va être intéressant aussi. Pourquoi est-ce que on pourrait couper la route aux autres joueurs? Eh bien parce que parmi la manière dont on va gagner des points, notamment, il va y avoir le fait de faire la plus grande zone continue possible. Donc dès qu'on voit qu'il y a un joueur qui s'étend, on va se servir de ses propres bâtiments pour construire les nôtres et l'y bloquer. Vous voyez, par exemple, ici, le jaune avait commencé, et pim, il y a le bleu qui s'est mis ici, il y a le rouge qui s'est mis ici. Bon, ben, jaune a dû recommencer ailleurs, ici ou ici. Ce qui va faire gagner des points aussi, ça va être de jouer en hauteur. Et bien oui, parce que quand on va jouer une carte, par exemple ici, on nous est demandé du rose,
c'est une case de valeur 2, et ben si je joue, hop là, 2 cartes roses, alors non pas parce que c'est de valeur 2, hein, j'aurais pu jouer 3 cartes roses, peu importe. Là j'ai joué 2 cartes roses, donc je vais mettre 2 bâtiments. Si j'avais joué 3 cartes roses, j'aurais joué 3 bâtiments, hop, là-dessus. Et en fait, le petit 2 qui est indiqué ici, c'est un multiplicateur de points. Donc là, 2 fois 2, 4. Si j'avais par exemple joué 3 cartes roses, ça m'aurait fait 6 points. Donc ça va être intéressant ici d'aller y jouer des buildings. Et vous voyez, ce sont des petits bâtiments comme ceci, tac, qui, hop, hop, s'imbriquent les uns dans les autres. C'est très agréable à manipuler, c'est très agréable de construire cette petite zone. Et donc, on va jauger entre le fait de travailler en hauteur et puis le fait de se propager pour faire la plus longue chaîne possible et pour bloquer les autres joueurs. C'est vraiment infiniment simple à jouer. À l'instar des jeux que j'ai cités juste avant, il va y avoir du blocage. Là aussi, on va un petit peu chouiner, on va un petit peu râler, on va construire un petit peu son truc dans son coin, donc on va avoir cette satisfaction. Et puis on va un peu râler parce que les autres nous embêtent. Et puis c'est aussi très satisfaisant d'aller gâcher la stratégie des autres joueurs, forcément. Voilà donc pour Sunrise Avenue. Et je crois que je vais te passer la main, Alex. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. On a reçu Little Tavern. Si vous étiez à Cannes, vous avez pu y jouer normalement, voire même le faire dédicacer par l'un des deux auteurs, voire les deux auteurs avec Maxime Rambourg et Théo Rivière. C'est un jeu édité par Repoprod, c'est pour 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus. 25 minutes les parties, c'est vraiment du jeu d'ambiance forcément avec ces deux auteurs-là. Ils ont notamment sorti récemment Dracula vs Van Helsing, qui était un jeu que pour 2, vraiment de duel, d'affrontement, où là entre guillemets on rigole un peu moins. Là on va bien rigoler parce que c'est un jeu finalement de combo de cartes, mais aussi assez fourbe dans le sens où les cartes que vous allez piocher, vous pouvez aussi les refiler aux autres joueurs. Mais oui. Et ça peut être très stratégique pour le coup. C'est un jeu dans lequel on va mettre au centre de la table la pioche en vrac. Alors souvent ce qui peut être dit, c'est que on dit tiens c'est marrant, Little Tavern, c'est la première fois qu'on va avoir ce genre de jeu avec des cartes en vrac. Pas forcément. Eh bien non, car nous on connaît aussi Contrôle Zèbre pour Crapule, qui avait déjà eu cette idée-là de mettre les cartes en vrac. Exact. Donc c'est aussi encore une très bonne idée, parce que finalement quand vous voulez mélanger, vous dites ah je sais pas mélanger, ben, on s'en fiche dans ce genre de jeu, on fout tout en vrac et ça mélange le jeu. Dans Little Tavern, le but ça va être d'être le joueur le plus riche, il faut avoir 25 pièces, dès qu'un joueur a 25 pièces ou plus, ça met fin à la partie et le joueur qui du coup a le plus de pièces l'emporte. Une partie du coup c'est une succession de manches, et une manche va prendre fin quand tous les joueurs auront 4 personnages autour de leur table. Donc chaque joueur commence avec une table, 3 pièces dessus, à chaque fois. Et au centre de la table, on a le tas de cartes en vrac. On a 2 types de cartes, les personnages ou les événements. À mon tour, je choisis n'importe quel personnage, enfin n'importe quelle carte, et je la retourne. Donc si je prends une carte personnage, hop, je la retourne. Et ce qui est chouette, c'est que je peux la mettre soit à ma table, soit la donner à un autre joueur, parce que j'estime que dans sa configuration, vous verrez que les cartes appartiennent à des familles, et il y a un récap ici de comment score chacune des familles, donc on peut se dire, cette carte-là elle est cool, je la garde, ou au contraire me dire, bah non, je vais la filer à lui, ça va le bloquer, parce que lui, il n'a pas besoin de cette carte-là. Là, pour le coup, la carte, je pourrais la garder chez moi. Vu que j'ai accueilli le personnage à ma table, c'est le joueur d'après qui va jouer. Si j'avais donné la carte à un autre joueur, bah, j'aurais rejoué, parce que du coup, bah, je n'ai techniquement pas pioché de personnage. Une fois qu'on joue, donc c'est soit personnage, soit événement, quand on pioche une carte événement, en fait déjà il y a une première contrainte, et elle est rappelée notamment ici sur la carte événement, c'est qu'il faut au moins que tous les joueurs aient une pièce sur leur table et un personnage autour de leur table, minimum. À partir de ce moment-là, si on a rempli cette condition, on peut prendre une carte événement et la retourner. Alors là par exemple c'est quoi? Coucou c'est moi. Donc donnez un personnage de votre table, ou alors prenez un personnage d'une autre table. Ça c'est plutôt cool, parce que par exemple je me dis, vu comment score le nain, je vais plutôt faire l'événement de récupérer cette carte-là de mon adversaire, hop, cette carte-là de mon adversaire, et la glisser, hop, sous ma table. À partir du moment où j'ai 4 personnages, bah, je suis encore en jeu, parce que les autres n'ont pas encore 4 personnages, mais dès que tout le monde aura 4 personnages, on va mettre fin à la manche et on va compter les points. Comment on compte les points? C'est pas très compliqué, vous avez un récap par rapport aux classes. Les classes, Désolé. Les classes vous donnent des pourboires en fonction de certains critères. Les elfes, par exemple, il y en a 10 déjà, donc c'est récapitulé, il y a plus d'elfes dans le paquet que les autres races. Les elfes, c'est 1 point par elfe sur sa table. Donc lui compris, donc si j'ai 4 elfes, bah, chaque elfe va me faire marquer 4 points, donc c'est plutôt de l'entre-soi. Les nains, c'est l'inverse, c'est des races différentes. Donc là, pour le coup, je vais gagner 1 point par race différente, y compris lui-même. Donc là, il me fait 4 points. Les romantiques, eux, ils font pas de points quand ils sont tout seuls, mais s'il y a un autre romantique à la même table, ils font 4 points tous les deux. Donc eux, ils sont vraiment par paire. Les gobelins, j'y reviens parce que je les trouve super drôles, et je reviendrai sur leur nom notamment, je trouve vraiment génial. C'est le running gag du jeu qui est incroyable, on est d'accord. Vraiment, je garde les gobelins pour la fin, je les trouve trop drôles. On va avoir les sorcières qui, elles, font 2 points, plus 1 point par autre sorcière dans la taverne. La taverne, c'est toutes les tables comprises. On a les nobles qui font 5 points du coup,
-1 par autre noble dans la taverne. Donc du coup, il faut que vous soyez le seul à en avoir un finalement. Et comme il n'y en a que 5 autour de la table, enfin dans la taverne, ça peut être rentable. C'est quand même une prise de risque. Les aventuriers, c'est les plus simples, c'est les rouges, c'est ceux qui ont la valeur marquée dessus. Alors je garde les gobelins pour la fin parce que les gobelins, eux, ils vous font rien marquer. Sauf si vous avez Jean-Jean à votre table. Et du coup, dans ce cas-là, tous les gobelins vous donnent 4 points. Vous allez me dire Jean-Jean. En fait, Jean-Jean, c'est le roi des gobelins. Et donc lui, en fait, alors, je sais pas si je l'ai là. Je l'avais sorti, mais un certain Antoine Solière m'a tout mis en vrac, bref. Il est chiant, hein, je sais pas de qui tu parles, c'est vraiment quelqu'un de très relou, a priori. Vous avez en gros Jean-Jean, qui est là, et du coup, c'est le roi des gobelins. Tous les gobelins, ce sont des prénoms donc composés commençant par Jean. Donc là, c'est Jean-Pierre. Là, il y a Jean-Charles, il y a sûrement Jean-Daniel, il y a sûrement ouais, ici, ils sont tous. Jean-Michel. Enfin, je trouve ça trop drôle d'avoir mis tous les gobelins en mode Jean quelque chose, parce qu'en plus, c'est vraiment des noms qui leur vont pas du tout. En général, c'est plutôt des trucs genre Pierre de Brique, qui casse tout, qui cavrac, ou des trucs comme ça. Un peu plus gobelin pour le coup. En tout cas, dans l'univers de Nalbuck, c'est très comme ça. Mais là, je trouve ça génial d'avoir appelé des personnages vraiment Helena, ça sonne bien. Les elfes sonnent bien aussi, très elfiques finalement. On a des bardes aussi, et du coup on a des nains aussi qui ont des noms très, très nordiques. Mais les gobelins qui s'appellent Jean-Jean, moi ça me fait c'est débile, mais ça marche bien quand même. Voilà, c'est méga simple. On a encore une fois de plus des auteurs qui savent finalement faire un jeu avec pas grand chose. Là on a vraiment que des cartes, 2 types de cartes. Très peu finalement de besoin de règles. On a quand même un petit récap ici, mais tout finalement tient sur une carte. On n'a pas besoin de tour de jeu, puisque finalement on pioche une carte, on la garde ou on la donne. Si c'est un événement, on le réalise et basta. C'est très efficace. Je pense que c'est un jeu qui va forcément attirer tous les barrageux et les ludothèques, parce que c'est un jeu qui peut vraiment tourner très facilement sur un comptoir. Alors il faut quand même que ce soit un peu une grande table, surtout si vous jouez à 5, puisque chaque joueur aura sa petite table. Et notamment, alors je vais essayer de le choper là-bas. Hop. Pour les premiers acheteurs, hop, on a reçu un goodies. Alors c'est assez drôle parce que le goodies, c'est une nouvelle table de joueurs. Et sur la table, c'est des gens qui jouent à Little Tavern. C'est méta. J'aime beaucoup. Et de l'autre côté, comme c'est Ropoprod, et bah du coup il y a des gens qui jouent à Seven Wonders Architect. Voilà, je trouve ça assez drôle. Très très cool, ce petit goodie. C'est un petit goodie, ça permet pas de jouer à 6 pour le coup, c'est pas une table supplémentaire, vous en aurez 6 certes, mais vous pourrez pas jouer à 6 parce que le jeu n'est pas fait pour 6. Ensuite, j'enchaîne sur le match du siècle, qui est un jeu que pour 2. Un jeu qui va avoir pour thème une partie d'échecs que vous n'allez pas jouer, mais que vous allez un peu revivre. C'est vraiment un jeu d'affrontement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce jeu justement a beaucoup de subtilité, et la subtilité me demande du coup de rentrer dans les règles pour que vous compreniez bien tout ce que le jeu peut avoir dans le ventre, entre guillemets. C'est un jeu dans lequel alors on a 2 grands joueurs d'échecs qui s'affrontent, d'où le nom qui s'appelle le match du siècle. Les joueurs ici qui s'affrontent ont des noms que j'ai complètement oubliés. Bobby Fischer contre Boris Spassky. Là, je le sors de tête, hein, facile. Génial. C'est pas du tout parce que c'est marqué au dos. Voilà, donc il y en a un des 2, Fischer et bleu, et l'autre, j'allais dire whisky, mais non, c'est Spassky, je crois. C'est ça. Pas Spassfond, ça n'a rien à voir. C'est après le whisky, ça. Voilà, donc Fischer est bleu, l'autre du coup est rouge. Et en fait, ici, on a un plateau sur lequel vous avez en fait une sorte de tir à la corde. Donc c'est pas vraiment un tir à la corde, mais dans le sens où là, il y a le pion bleu qui va essayer d'avancer pour arriver au centre. Et en fait, c'est des points à gagner. Dès que vous en gagnez 6, vous gagnez la partie. Donc le premier joueur a gagné 6 manches, en fait, il gagne la partie. Chaque manche se décompose potentiellement, pas forcément tout le temps, mais de 4 affrontements. Il y a un affrontement qui pourra faire marquer 4 points, mais c'est des points dans la manche. Je ne sais pas comment l'expliquer. En gros, ici, vous avez les points que vous gagnez, mais vous gagnez 1 point si vous êtes majoritaire dans la manche. Et ici, on a une piste justement qui permet de tenir compte de l'avancée soit vers le joueur rouge, soit vers le joueur bleu dans une manche. Donc je m'explique. On a des cartes en main. Ces cartes, elles ont 2 côtés. Vous avez couleur, donc vous avez les blancs et vous avez les noirs en bas. Si vous êtes joueur blanc, vous allez commencer, et donc du coup, vos cartes, vous les tenez avec le blanc en haut. Si du coup le joueur est blanc, moi je suis joueur noir, et donc du coup mes cartes auront le haut en noir et pas le bas blanc. Ça va avoir une importance sur tout le long de la partie. Chaque joueur va avoir des valeurs de cartes qui varient entre 0 et 5, et du coup le premier joueur qui est blanc va poser une carte face à son adversaire dans l'un des 4 emplacements. Il y a un emplacement 1, 2, 3, 4. Le joueur, mettons ici, il a joué son 3 blanc, donc c'est le joueur bleu ici, donc Fischer, qui pose son 3 blanc. C'est un fou, je crois. En plus de ça, il y a 2 emplacements bleus et 2 emplacements rouges ici. Ce sont des pions que l'on peut rajouter pour mettre plus 1 à la valeur. Donc on peut faire jusqu'à plus 2 dans la valeur. Donc là, le joueur, il a juste posé
une carte avec 3 blancs. Il s'est dit, 3 ça suffit pour gagner. Le joueur rouge il riposte, donc il joue obligatoirement en face. Il joue un 3 aussi noir, mais il rajoute un de ses pions rouges ici pour faire plus 1. Donc 4 face à 3. Le joueur bleu perd, donc du coup le joueur rouge va gagner 3, puisque c'est la manche, enfin c'est pas la manche mais c'est le secteur 3, donc il me fait gagner 3 vers moi, vers le rouge. Donc potentiellement là il pourra gagner cette manche là, parce qu'il est majoritaire chez lui. Et en plus de ça, lui il a gagné la manche, mais comme l'adversaire ici a perdu la manche, il a le droit d'activer le pouvoir. Et comme les cartes, plus elles ont une valeur haute, moins le pouvoir est intéressant, il faut essayer justement de jauger tout ça. Une fois qu'on a résolu les 4, au mieux, les 4... je vais y arriver. Les 4... Eh punaise, j'ai perdu mes mots. Ah, je suis désolé, moi, les neurones sont moyennement connectés. Les 4 affrontements, on va appeler ça comme ça. Ok. Une fois qu'on a résolu les 4 affrontements ici, du coup, on va regarder vers où le pion tire. Est-ce qu'il est vers le rouge ou vers le blanc? Vers le bleu, pardon. S'il est vers le bleu, le bleu gagne la manche. Si c'est vers le rouge, c'est le rouge qui gagne la manche. Ce qui est cool aussi à gérer, c'est ce qu'on appelle un peu l'énergie, on va dire psychologique, mentale. En fait, il y a une piste en dessous qui indique votre énergie mentale. En fait. On se met la pression. Exactement. Et si jamais vous avez des cartes très fortes, tu vois, les cartes très fortes, elles vous font perdre un peu de morale. Et donc forcément, votre énergie mentale, elle baisse. Et donc votre main aussi de cartes est limitée. D'accord. Et vous avez des cartes qui vous en font gagner. Mais en contrepartie, vous perdez peut-être des manches. Donc il faut faire attention. Et gérer le mental, c'est important parce que plus vous aurez de mental, plus vous aurez une main importante, du coup plus de choix. Et surtout, vous aurez plus de pions qui permettent, je rappelle, de mettre des plus 1 sur les valeurs. Voilà en gros le match du siècle. Je ne suis pas trop rentré dans le détail, mais vous verrez que c'est un jeu qui peut faire beaucoup penser de chez Yellow. Je vais essayer de m'en rappeler, celui dont tu parlais en plus la dernière fois. Watergate. Watergate, ce jeu dont on cherche le nom mais dont on ne se rappelle jamais. Il n'y a pas vraiment de l'asymétrie, mais là l'asymétrie elle est partagée dans le sens où vos cartes elles sont à la fois noires au-dessus ou blanc en bas, et je ne l'ai pas précisé, mais le joueur blanc va changer d'une manche à l'autre. Donc à partir du moment où je vois mes cartes, je me dis ok, les valeurs noires, comme je suis joueur noir, sont cool. Les valeurs blanches, elles sont encore mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais perdre très vite ma manche pour devenir joueur blanc, et du coup mes cartes, je les retourne en valeur blanche, et du coup j'ai perdu une manche là, mais pour me rattraper sur l'autre manche. Ça c'est très malin. Ça pour le coup c'est très malin parce que ça permet d'anticiper plusieurs manches grâce à un seul ensemble de cartes. Voilà, on va continuer. Et coucou, c'est le retour de Moyen Corps Malade pour Palm Laboratory de John Mitling. Il est marqué ici, hop là, dans la série des Palmes. Et ben oui, parce que ça vous rappelle peut-être, si vous avez connu à l'époque Palm Island, quand il est sorti, ça avait sacrément bien marché, Palm Island. C'était surtout une époque où il n'y avait pas autant de jeux solo. Je pense qu'ici, à la boutique, il n'y avait pas encore de rayon jeux solo. Puis maintenant, il y en a un. Et on va donc y retrouver Palm Laboratory qui va se jouer vraiment en solo. Il y a des jeux en solo, on vous dit, vous mettez à 2 et ça peut fonctionner. Bon, là aussi, éventuellement. Mais le principe des Palm, donc Island et Laboratory, c'est que vous allez jouer dans la paume de votre main. Vous allez prendre votre paquet de cartes. Comme ceci, vous allez avoir accès aux toutes premières cartes du paquet. Vous allez pouvoir les consulter et puis vous allez pouvoir agir dessus. Quand vous agissez sur une carte, ça veut dire que vous l'utilisez. Tac, vous allez l'incliner, elle va dépasser sur le côté, elle va vous fournir des petites ressources. Cette carte, vous allez pouvoir la passer, tac, tac, en faisant défiler le paquet comme ceci. Donc à chaque fois, la carte qui est sur le devant, on va la mettre sur le derrière, etc. Mais si vous l'avez inclinée, elle va toujours continuer de dépasser. Et ces ressources, elles vous permettront peut-être plus tard dans le jeu d'avancer sur autre chose. Excusez-moi. Une carte qui vous demanderait ces fameuses ressources. Et donc on va dépenser des ressources pour pouvoir améliorer des choses qui vont plus tard nous produire plus de ressources, etc. etc. Quelque part dans sa main, on va créer une sorte de moteur de ressources pour essayer de progresser le plus loin possible. Dans Palm Island, on était dans une ambiance un peu Robinson Crusoe. Oui. Il fallait essayer de faire une île. Alors c'est pas de la survie, mais on allait construire des temples, on allait construire des maisons, etc. Ici, on fait des expériences scientifiques. Donc en gros, imaginez les ressources, c'est des petites éprouvettes, c'est du matériel scientifique, et on va essayer de faire des expériences, je ne sais pas comment dire de plus. On n'y a pas joué, hein. Honnêtement, on n'a pas réussi à l'ouvrir. J'imagine qu'il y a un petit twist de plus que dans le Palm Island, mais je n'ai pas encore découvert lequel est-il. En tout cas, pour les fans de jeux solo, l'original était une bonne proposition, et puis si vous voulez changer un petit peu de thème, c'est très sympa. On va pouvoir aller toujours dans du jeu qui se joue en solo, mais qui ici va pouvoir se jouer à plus nombreux. Ça va être même plutôt intéressant de jouer à plus nombreux, à Unboxed. Alors ça, c'est un ovni. Ça, on y a joué par contre avec Alex. Oui. Ça, c'est fait. Oui. On y a joué. Je récupère un petit peu de voix. C'est un jeu, mais complètement ovni, dans lequel on va essayer de comprendre des jeux. Bon, oui. En gros, le pitch.
il y a un archéologue qui a trouvé tout un tas de jeux anciens, mais ne connaît pas les règles. Et comme vous êtes des grands professionnels du jeu de société, eh bien cet archéologue, le docteur Ramos, a fait appel à vous pour essayer de comprendre les règles de ces jeux de société. Donc à chaque progression dans l'histoire, on va vous fournir du matériel. Tenez, voilà, POC. Il y a ça comme matériel, trouvez les règles. Et puis là, vous allez réfléchir ensemble. Ok, alors ça, tel jeton, il a telle forme, je le mettrai plutôt avec tel jeton. Moi, je pense que les cartes, elles doivent se mettre dans ce sens, et puis on les révèle plus tard, etc., etc. Vous allez faire vos théories, et puis vous allez révéler quelle est la vérité, comment se joue vraiment le jeu, et vous allez découvrir si vous étiez plus ou moins proche. Alors, on n'a pas fait la boîte en entier. Non. Si on a le temps, je pense qu'on va quand même bien se plonger dessus. Hein, avec nos petits âmes de game designer, je ne vois pas comment on pourrait passer à côté, parce que là, pour le coup, c'est tout un tas de petits game design, de petites mécaniques de jeu qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui deviennent une grande mécanique de jeu qui est de comprendre les mécaniques de jeu. Il y a un côté escape où en fait on vous dit, bon là, le premier jeu à trouver, c'est un jeu compétitif, on doit marquer le plus de points. Enfin, il y a vraiment un système où il faut essayer de trouver les grands concepts clés du jeu. C'est ça, il vous donne quelques pistes quand même, sinon c'est pas évident. Mais encore que bon, on a fait que les premiers, peut-être qu'après ça se corse un peu plus. Mais en tout cas, oui, effectivement, tu fais bien de le souligner, ça va carrément plaire aux joueurs qui aiment la résolution, qui aiment la logique, comme ça, qui aiment les petites énigmes. Et puis surtout, quand vous avez une âme de ludiste, comme on dit, normalement, ça devrait vous plaire. Il y a d'autres trucs qui devraient vous plaire, normalement, par ici. On a reçu Unmatched Adventures, donc qui est dans la section coopérative. Mais Unmatched, de base, c'est un jeu plutôt compétitif, d'affrontement. Alors, essentiellement pour deux. C'est vrai que si vous regardez des vidéos d'Unmatched, souvent les gens jouent à deux. On peut y jouer à plus, 3 et 4. Mais globalement, le jeu est pensé pour deux. Là, avec Chronique Inouïe, donc Unmatched Adventures, pour ceux qui connaissent Dice Thrones, il y a Dice Thrones Adventures, c'est un peu pareil. Et on a Unmatched, et là on a Unmatched Adventure, donc ça devient du coopératif. On a 4 nouveaux personnages du coup, et on a surtout des boss. Donc là il y a une espèce d'homme papillon, et puis il y a les envahisseurs martiens. Et donc c'est eux en fait qui vont être la menace. Habituellement c'est comme je disais, de l'affrontement. Là maintenant, il y a une menace commune. C'est le jeu qui va, grâce à des cartes, à la manière d'un pandémique, générer en fait ce qui se passe pour le méchant. Et ensuite, nous, on va jouer les différents héros. Ce qui est cool, alors déjà, c'est qu'il y a Tesla. Moi, je trouve ça juste parce qu'il y a Tesla. Nikola Tesla comme personnage, ça déchire tout, on est d'accord. Voilà, il y a un Golden Bat. Golden Bat, il est génial. Voilà. C'est-à-dire que lui, si ça a été un vrai super-héros de mon enfance, mais je serais encore fan de fan. C'est mieux que Batman. Il a un crâne, une grande cape rouge et une épée. Il est parfait. Voilà. Donc du coup, il y a déjà des super nouveaux personnages qui sont combinables dans les boîtes que vous avez déjà, et vos boîtes sont aussi combinables là-dessus. Donc c'est vraiment, j'allais dire, du 4 en 1, quoi. Il y a tout, en fait. On achète une boîte, il y a le coop, des nouveaux persos pour du compétitif. J'ai déjà acheté des boîtes, je peux le mettre en coop. Bref, une grosse boîte qui permet de jouer en coopératif à Unmatched. Qu'est-ce donc que ceci? Alors, des petits jetons. Il y a des petits jetons. Il y en a sur les boîtes qu'on a reçues là. Je ne sais pas si c'est sur toutes les boîtes, parce que ça ressemble quand même à du matériel un peu édition limitée. Il y a évidemment les petits hommes verts pour l'envahisseur martien et des petits papillons. Des petits papillons crânes. Voilà, donc les ennemis jurés de Jeff sont là. Je pense qu'une fois qu'on aura vendu ces boîtes-là, il n'y en aura plus et que ce sera des tokens. Oui. Hop, on va enchaîner normalement avec. Je vais faire passage de micro. Alice. Oui, c'est moi. Ces enchaînements schlag là. Oui. Bref. La suite, chez les enfants cette fois. Enfin, enfant un peu moins que celui-là. Vous voyez, celui-ci, Flashback Zombie Kids. Je pense que peut-être vous en avez entendu parler. Il avait gagné l'As d'or de la catégorie enfant en 2023. Eh bien, il a maintenant un grand frère. Voilà, grand frère, parce que techniquement, lui, il était à 7 ans. Et ben lui, il est à 8 ans. Pourquoi? Parce que ça va être une enquête un petit peu plus sombre, un peu à la chair de poule. Vous allez retrouver ce genre de sensation. Le principe de Flashback, en gros, vous allez avoir des scénarios, une histoire qui se suit, et vous allez en fait un peu faire de la déduction en retraçant les différents moments d'une journée, de l'enquête, on va dire, par les yeux de différents protagonistes. Exactement. Voilà. Comment ça va se passer? Ici, vous avez
la carte 1, et ça vous dit que du point de vue du gars là que vous êtes, qui a la main, et ben vous pouvez aller voir le 13 qui est là-haut, qui apparemment est un oiseau. Vous pouvez aller voir ce que voit l'oiseau en retournant la carte 13. Vous pouvez aussi aller voir ce que elle, la meuf à la fenêtre, elle voit en retournant la carte 9. Là l'exemple dit, vous avez pris la carte 9, ah depuis la fenêtre, elle voit ça. Il y a ce gars qui, si on veut voir qu'est-ce qui pointe du doigt là, bah on va aller voir par ses yeux, c'est la 11. Donc là, on arrive à la 11, du coup il est en train de pointer du doigt et de parler à cette meuf qui, elle, elle le voit aussi. Donc si vous voulez voir depuis ses yeux à elle, elle va le voir lui, mais peut-être que vous allez avoir des détails de ce qu'il y a derrière lui. Et ça va vous donner des infos. Mais vous pouvez aller voir aussi à travers les yeux de cette fille-là. Alors le grand twist, c'est que je vous dis, vous pouvez. Techniquement, oui, vous pouvez même retourner toutes les cartes du jeu face visible. C'est totalement déconseillé parce que ça fait trop d'éléments d'un coup et faut vraiment y aller au fur et à mesure et vraiment noter chaque détail de chaque carte. Et moi, même à la fin, quand j'ai tout fait et que j'avais, au final, toutes les cartes révélées, mais promis, je l'ai fait au fur et à mesure. Et les enquêtes, elles sont pas si évidentes, hein. Pourtant j'ai fait que la première, hein. Mais bon, c'est stylé parce que c'est Lucie, cette jeune adolescente qui vient d'emménager dans la maison, je crois, de sa grand-mère qui est décédée. Et Lucie, quand elle touche des objets, comme là, on la voit, elle touche des objets, elle a des visions de personnes qui ont touché cet objet aussi. Et donc elle va essayer de résoudre des mystères, parce qu'en plus dans cette maison dont elle a hérité, il y avait des trucs chelous. Apparemment, de ce que j'ai compris, ça par exemple, c'est sa grand-mère. Voilà, il y a longtemps. Et elle va faire des enquêtes à différentes périodes de l'histoire. Donc ça, c'est les années 2000. C'était drôle d'ailleurs, on revoit un peu la mode des années 2000. C'était drôle. Mais il y a plus vieux aussi, que j'ai pas encore fait. Parce que j'essaye déjà de résoudre ma première enquête. Voilà. Donc ça, c'était Flashback Lucie, un peu plus ado déjà. Voilà. Mais ça reste du coopératif, enquête par image, voilà. Voilà, Flashback par Scorpion Masqué. Je dis quand même 40 minutes de jeu, 8 ans et 1 à 4 joueurs. Voilà. On enchaîne chez Ludonote à partir de 5 ans. Peut-être que vous allez me dire, mais je connais ce jeu, c'est Colt Express. Mais presque, c'est Kids Express. C'est par Christophe Rimbaud et Cédric Lefebvre et illustré par Jordi Valbuena, qui est normalement le même illustrateur d'ailleurs que le jeu de base. Et de toute façon, vous allez le voir, il y a lui, c'est Touko lui, je crois, non? Ouais, Touko. On va y retrouver les méchants bandits. Là, on joue pas les bandits, là on joue les gentils. Et les bandits, c'est les méchants, pour de vrai. Nous, on joue qui? Des enfants. Voilà, parce que nous, les enfants, on est tellement courageux qu'on va tenir tête à des bandits sans foi ni loi. Voilà, on s'est chauffé quand même. Donc chacun va incarner un petit personnage. On va tous commencer dans la diligence des enfants. Et on va essayer de sauver la cargaison du train avant que les bandits ne raflent tout. Le but, c'est que à la fin de la partie, qui est quand les bandits ont un certain nombre de... Non, quand une des piles est vide, on va compter si on a plus de bagages en tout que ce que les bandits ont récupéré. Comment ça va se passer? À votre tour, vous incarnez un enfant, vous déplacez ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? Non mais c'est vrai, on le voit passer derrière là. Ah oui, au calme. Faites quoi? Tiens, pitch. Oh, j'arrive au bon moment. Ouais. Vise quelqu'un, c'est pas grave. Ah bon, plutôt le méchant. Vas-y, tu peux bouger. Ils se mettent en face, sinon c'est complètement débile. Ah, il est nul! Il était à bout portant. Allez, rentre chez toi. Là-bas, moi. Ouais. Voilà. Alors, cette magnifique démonstration, même pas bien, parce que voilà. Pour vous dire, à votre tour, vous déplacez votre petit gamin ou pas. Voilà, vous pouvez rester au même endroit. En tous les cas, là où vous êtes, vous allez récupérer une petite. Donc moi, je décide de jouer elle parce qu'elle est rousse, j'adore. Elle va ici, fin de tour, elle est toute seule. Elle prend un bagage. C'est cool, j'ai sauvé un bagage. Pas si vite, coopératif, on va tous être dans le caca en même temps. On retourne. Et c'est comme ça qu'on sait où se déplacent les bandits. Alors elle, je sais plus comment elle s'appelle. Là, c'est leur repère, là, le dernier wagon là-bas. Et ben, elle va se déplacer dans le wagon rouge. Et là où elle arrive, et ben, elle pique un bagage qu'elle met dans leur repère. Crotte. Bon, prochain joueur, mon coéquipier, elle
Elle va aller le voir. Bah non, on est quand même des enfants courageux, mais pas trop. On va pas faire du face-à-face avec les adultes. On peut pas aller là où il y a des adultes, donc je vais aller ailleurs. Je peux aller là où j'ai déjà un pote, hein. Je peux aller là, je peux pas aller chez les bandits, je suis pas suicidaire non plus, je vais pas dans le repère. Et je sauve encore. Hop, oh, là, c'est elle qui se déplace. Oh, elle va en bleu, elle va au même endroit qu'un personnage en moins. Qu'est-ce qui se passe? Bah ce personnage, il se tire, il se met à l'abri. Et... voilà, mais juste le méchant, il a été occupé à me faire fuir, il vole pas de petits trésors. Par contre, s'il arrivait dans un endroit où il y avait déjà un bandit, tous les bandits reprennent un bagage. Ah, donc oui. là, si elle arrivait ici, et ben ils prennent 2 bagages, parce qu'ils sont 2 dans ce wagon. Et vous dites, bah ouais, mais du coup on subit un peu. Bah non, à votre tour, c'est soit vous déplacez, ou vous restez au même endroit et prenez le bagage de là où vous êtes, Ouais. soit vous tirez avec, je sais plus comment il s'appelle. Une fronde. Mais Ouais, il Max, s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, ouais. je sais plus. Vous tirez avec lui et vous allez décider vers où vous allez tirer. Vous avez un petit gabarit, donc soit vous jouez en mode facile, hop, et C'est vous pour mettez les comme enfants. ça. Non, tu avais bien mis tout à l'heure. Bah non, c'est ça. Non, Ben non, le ah oui, rail, non, c'est les rails, c'est par là. Voilà. Et donc, vous tirez comme ça. Ou alors, vous êtes un peu plus chaud. Bah, pas comme Antoine, parce que lui, il a tiré à Non, bout dans portant, l'autre il a sens. pas réussi. C'est pas grave. Ah Ah, mais c'est important les rails. oui, Oh. oui, le souci du détail. Voilà. Comme ça. Et là, vous essayez de pitcher. Alors, pousse-toi. Moi, je vais y arriver. Ouais. Il est à l'autre bout de la boutique. Pour Alice, on va plutôt faire ça. Voilà. Attends, je le récupère. C'est mieux comme ça. Voilà. Bah attends, Antoine a fait la même chose, vas-y. Attention, elle va rater. J'étais de la main gauche, c'est normal, regarde. Voilà, main droite, ça va bah oui, mieux. c'est sûr. Et ben, dès que je pitch quelqu'un, un bandit, il retourne dans son repère. Ça, on fait déjà un de moins. Sachant que si je pitch aussi un pote à moi, et ben, il retourne dans notre diligence qui est à nous. Oui. Voilà. Vous avez certains bagages qui normalement font rien. Voilà. Ouais, c'est ça, Voilà évidemment. quand même, hein, c'est pas si punitif que ça. Et je crois que ça peut. Ah, celui-là, je me souviens plus. Je me suis fait un piège moi-même. Je me souviens plus de celui-là. Mais voilà, c'est un jeu de coopération, un peu de pichenette pour le fun quand même, et donc de l'adresse. Et voilà, et après c'est une course contre les méchants bandits. Voilà, c'était la fin de ces vidéos de présentation. Maintenant, on va derrière le comptoir. Hello, c'est le derrière le comptoir. Ouais, on a les retours en stock. Hop. Général, génial ce générique. Ouais, il est vraiment cool. Un vrai jingle. Retour en stock, on a Cluster. Mon Dieu. Enfin, On nous l'a demandé, hein. il est là. Voilà. Ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on nous demande. C'est bon, nous en avons. Il est rangé à côté de ce qu'il joue. Pour ma part, en tout cas. Love Letter, on l'a reçu aussi, de retour en stock. Hop, Courte rupture, à côté de ce qu'il joue. mais quand même à noter. Et la planche des pirates. Ouais. Ça c'est trop cool. Ça, par contre, c'est très très cool. La planche des pirates. Voilà, hop, celui-là, il va. Voilà. On a reçu, c'est pas aussi des retours en stock, mais on a reçu aussi des magnifiques cartes, parce que oui, chez Jeux des cartes Bordeaux aussi, vous trouvez des cartes. Oh, c'est fou, jeu des cartes. Oui, c'est mais vrai c'est- qu'on nous demande des fois, vous vendez des cartes? Oui, mais c'est pas lié à des cartes, enfin, Oui, bon, bref. plutôt René, bref. On a le bicycle, enfin, c'est pas vraiment des bicycles, tu disais que c'était des... La marque c'est Fury Voilà. Theory. Fury, Star Trek, Wonka, Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux, One Piece Avec et Nami One Piece. toute nue. One Piece, Nami, One Piece, évidemment. Usopp. 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 Il fait semblant qu'il connaît, c'est Ouais, mignon. j'adore. Ah, je suis à fond, ouais. Elles sont plutôt jolies, on avait Zoro jusqu'ici. Et Saison 6. Si, je l'ai encore, c'est juste que je l'ai pas sorti parce que c'était pas. Enfin, il était déjà sorti. mais je crois J'ai qu'on pas l'avait dit qu'on pas. l'avait pas. Zoro qui est On là. l'avait peut-être pas montré non plus. Hein. On l'avait Il me pas semble montré, qu'on il me l'avait pas semble. montré. Voilà. Plutôt classe. Zoro. Renoir. Voilà, et normalement on a du Rick et Morty, mais je l'ai pas trouvé. Peut-être que David a déjà acheté Ah, le c'est paquet. possible, c'est fort probable. Et il y a les Tortues Ninja qui sont censées arriver à un moment. Mais qui arriveront un autre jour. Hop. Vas-y. Ensuite, Du jeu de rôle Ah. Avec une campagne pour l'appel de Cthulhu, les enfants de la peur, ça va se passer en Asie, dans les années 20. On est sur une grosse campagne. Évidemment, les thématiques abordées dans l'appel de Cthulhu, c'est toujours assez dark. Là, a priori, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Hein. Donc, pour public vraiment averti, avec des conseils pour le jouer en mode pulp, si on a envie de tirer sur tout le monde et de faire n'importe quoi en se croyant immortel, plutôt que simplement se faire défoncer comme on a l'habitude de le faire dans les scénarios de l'appel de Cthulhu, avec 6 personnages pré-tirés. Voilà, un bon gros volume, bien épais cette campagne.
On a dans une toute autre ambiance, mais on en avait déjà parlé, non, juste avant Cannes, mais on va en reparler. On va en reparler parce Vous y qu'on. avez joué en plus à Cannes. Alors, on n'a pas joué à cela, on a joué au Cornhole. Exactement. C'est très cool. Ce sont les pitch games. Oui. Les pitch games, donc ce sont des tapis de jeu, des playmats sur lesquels on va faire des petites pichenettes en affrontement pour marquer des points la plupart du temps, vu que c'est inspiré de sport, et donc sport en équipe, sport chacun pour soi. Ici, on a les fléchettes et on a le basket et On a vu à le Cannes, soccer. on a joué au soccer. Le soccer est vraiment, vraiment cool. Franchement, le soccer est. Moi, je le trouve vraiment très cool. C'est un de mes préférés, mais j'ai pas encore joué à celui-là. Là, je viens de voir le tapis, je suis en train de me dire waouh, on peut faire des dunks et tout. C'est Ça a l'air bien trop pensé avec 3 fois rien de règles, Ouais. en tout cas pour le soccer. C'est clair. Un plaisir de jeu assez immédiat, ce qui va caractériser la gamme. C'est le genre de jeu que vous allez jouer en mode un peu tactique, tournoi affrontement, ou juste en plein soleil, Ouais. en faisant un barbecue, en prenant l'apéro. Complètement. Voilà, vous mélangez un petit peu toutes ces ambiances, mais c'est passe-partout pour le coup. Et le cornhole, alors le cornhole, ce qui est cool, c'est, alors dans la vraie vie, le cornhole, c'est on jette des sacs de maïs dans Dans des un, trous. ouais. Dans un espèce de trou, ouais. Ah, voilà. le titre est clair. Voilà, Voilà. Le trou à maïs. C'est ça. Exactement. Ici, évidemment, on va pichenetter quelque chose qu'on va essayer de faire emmener soit sur la planche en elle-même, soit sur le trou qui est dessiné sur la planche, c'est pas un vrai trou. Et on va y jouer en équipe. C'est ça. Donc, je pitch, c'est en équipe. Et donc, les deux équipes se mettent, entre guillemets, donc, comment dire, les deux équipiers se mettent face à face. C'est ça. Entre guillemets. Et on a à l'extrémité, du coup, la planche de bois avec le trou. Si je mets mon pitch en dehors de la planche de bois, ça fait 0. Si je le mets sur la planche de bois, ça fait 1 point. Si je la mets dans le trou, ça fait 3 points. Dès que on a pitché, je crois, 3, 4. Je crois que c'est 4. Il me semble qu'il y en avait 4. C'est 4. On regarde l'équipe qui a fait le plus de points avec ces 4-là, et du coup, on gagne la différence de mémoire Exactement. de ce qu'on fait avec les adversaires. Donc, si on fait 6 et que les autres font 0, bah, du coup, on a 6 points, et on fait une manche en 21 points, un truc comme ça. C'est ça, exactement. C'était bien plaisant, ça. C'est beaucoup plus bébête. C'était très cool. Vous avez entendu bien rire. Hein. Ouais, franchement, c'est Évidemment, alors, il y a des animateurs chez Pit Game qui savent très bien faire leur boulot. Ah oui. Bravo, messieurs. C'est très drôle. Et puis, bah, c'est indéniable qu'il y a une qualité de jeu, il y a une qualité de matériel qui fait que nous, on a envie d'y croire. On vous les propose. Alors, on a envie d'y croire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, vous voyez peut-être en filmant, à Bordeaux, actuellement, il fait encore nuit très très tôt. Donc, c'est pas encore la période pour tout ceci. Non. Mais dès que ce sera la période des terrasses, des mercredis après-midi, des dimanches après-midi en famille, ça c'est top de top, Oui, c'est certain. je Et pense, donc on prendra les prochains qui vont arriver. On a aussi reçu, hop, j'attrape ça là, hop, Marvel United, donc ça c'est une boîte spéciale Spider-Man, parce qu'il y a pas mal de personnages de Spider-Man. Ouais, je suis en train de Bah, y a regarder, que ouais. ça, hein. Voilà, non mais je regarde si j'en avais pas d'autres. Et effectivement, il y a pas mal de Spider-Man, mais trucs un peu toujours alternatifs avec le rocker, le mec un peu punk, Il y a le le mec un dark, peu ouais. dark, le mec un peu noir. Venom, le mec un peu blanc, on Bah, sait pas pourquoi, mais il est un peu la bizarre. meuf avec son robot aussi. Il y a la meuf avec son robot, le fameux Penny Parker. C'est ça, c'est ça. Je ne connais pas tout l'univers étendu de Spider-Man, le Spider-Verse cool, c'est hein. très très grand. Donc là, je sais pas si tu peux les avoir sans avoir trop de reflets. Ouais. Bon. Pour vous dire, Marvel United, c'est un jeu coopératif qui est vraiment pas très compliqué. Franchement, pour s'initier, je pense ils ont mis 14 ans et plus, je pense qu'ils sont un peu plantés. Pour Ouais, on est 10 ans, d'accord. ça marche Ouais, bien 10 en ans, fait. c'est bien. 10 ans, c'est très cool. C'est un jeu dans lequel déjà toutes les boîtes peuvent se combiner, si Oui, je oui, dis pas de à fond, bêtises. tout à fait. C'est vraiment une gamme United. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de vaincre un boss. Et ce boss a des règles déjà qui. Il y en a plein en plus des boss par boîte. Exactement. Les boss différents, bon, ça il y en a plein en fonction des boîtes. Ensuite, il y a des mises en place différentes, les objectifs changent. Souvent, c'est différentes zones sur lesquelles le méchant va progresser. Nous, on va essayer de remplir les objectifs sur différentes zones. Et notamment, comment on fait ça? En fait, entre autres, avec des cartes d'action. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un enchaînement sur les cartes d'action. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer des cartes qui vont se venir les unes à la suite des autres. Ça permettra d'enchaîner des combos avec ce que les autres joueurs ont joué. Il me semble pas qu'il y ait d'ordre de tour de mémoire. Si, c'est Il y a- chacun notre tour et c'est tu chacun notre profites tour. que de la carte derrière toi. Voilà, c'est ça, on profite juste de la carte qui est derrière. Donc c'est pas toute la rangée, mais au moins il y a un ordre de tour péter. qui est défini et qu'il faut essayer de respecter et essayer de au mieux comboter avec ce qu'on a en main. En plus de ça, les personnages ont toujours des petites capacités un peu spéciales par rapport aux cartes. Voilà pour Marvel United. Et ensuite, on a reçu en nouveauté une extension pour Pit, le fameux jeu de course. Pour 1 à 6 joueurs de Celui-là, mémoire. oui, il rajoute le Et sixième. celui-ci rajoute Le sixième.
Ah ouais, Ouais. c'est bizarre. Ok, Non, d'accord. Je l'ai vu sur internet. D'accord, c'est de 1 à 5 alors le hit. Oui. C'est étrange, je pensais que ça permettait de jouer jusqu'à 7. C'est, entre autres, des rajouts, donc déjà de 2 nouveaux circuits. On enlève ton doigt et on verra. Plus un Ils joueur. mettent plus un joueur, mais de mémoire c'était de 1 à 6 le Ok. classique. Je pense qu'avec celui-là vous pouvez jouer jusqu'à 7. Ça rajoute entre autres des nouveaux plateaux, notamment c'est un plateau du Japon, si je ne dis Et pas de du bêtises. Mexique. Et du Mexique. De ce que j'ai vu dans le Japon, ça va être ça la nouveauté. C'est qu'en fait, il flotte au Japon et que du coup, il va falloir essayer de gérer au mieux avec l'eau, glissement. le glissement qui On freine viendra, moins bien. qui viendra se mettre sur ce plateau-là. Le Mexique, 6, donc c'est 7. c'est ça. Ah bah Antoine a raison et Internet a tort. C'est On fou, passe, hein. et oui, ne jamais se fier à Internet. On passe du coup à 7 joueurs, ce qui peut être très très Waouh. cool. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc là en plus des plateaux là, on a aussi des cartes en plus pour les cartes d'amélioration, entre autres qu'on avait dans la boîte de base. Et ceux qui ne connaissent pas Hit, ben, malheur à vous, il faut connaître Hit. C'est un jeu de, pas vraiment de deck building, c'est plutôt même un jeu de prise de risque, de un-deck building. On va essayer justement de ne pas trop faire chauffer le moteur pour épurer notre deck. Et si jamais votre moteur a trop chauffé parce que vous avez carburé, que vous avez pris un virage en 5ème alors qu'il ne fallait pas du tout le faire, et ben du coup vous allez trop faire chauffer le moteur. Vous allez du coup avoir des cartes qui vont polluer votre paquet, et ça il faut absolument le virer, mais pour ça il faut refroidir votre moteur, et pour ça il faut redescendre un peu les vitesses, il faut gérer au mieux sa boîte de vitesse pour pas faire des, qu'on appelle ça des têtes à queue, si je dis pas de bêtises. Ça peut grave vous ralentir. Est-ce qu'on... Du coup, il y a un nouveau système de jeu, c'est le refroidissement apparemment. Dans des oui, mécaniques. mais du coup, comme je suis pas rentré dans le Oui, détail de mais la voilà, je le mécanique dis. de base, Il Ok. y a une nouvelle mécanique. une nouvelle mécanique pour le refroidissement de moteur. Ok, Voilà. Très En bien. tout cas, qui aide à refroidir le moteur. D'accord, Voilà. très bien. J'ai lu ça et des nouveaux événements pour le jeu de base. Ok, ouais, ça après c'est avec la mécanique des événements, donc voilà. Voilà. Donc j'ai pas tout dit, c'est avec les plateaux, c'est souvent ça qu'on attendait, les nouveaux plateaux, et après Avec effectivement, la s'il y a twist, des ouais. cartes en plus, c'est encore mieux. Je pense qu'on a tout dit. On va aller enterrer Antoine pas très loin. Ouais, je crois qu'on a tout dit. On finit là et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.